Dimanche 20 août 2017, mesdames et messieurs, bon dimanche à vous. C'est l'heure de suivre votre magazine Point de presse. Trois thématiques sont prévues, à savoir la configuration de la nouvelle Assemblée nationale, le discours du président de la République prononcé le 14 août dernier relatif à la fête de l'indépendance et enfin la célébration de la fête de l'indépendance marquée par un défilé civil et militaire. Jonathan Péat, journaliste à MNTV, Destin Gobela, Omanaobi, journaliste à Télé Congo et Guy Blaise de Seydou, directeur de l'information à MNTV et MN Radio. Richie Funandé assure la réalisation de cette émission. Vous aussi, depuis chez vous, vous pouvez participer à cette émission au 05 553 27 85 et au 06 658 86 68. Voilà, le décor étant planté, nous allons donc commencer notre émission. Tout d'abord, je vais saluer mes confrères qui sont sur ce plateau. Avec eux, nous allons donc décortiquer les différentes thématiques arrêtées pour ce dimanche. Bonjour Guy Blaise de Seydou. Bonjour. Bonjour Jonathan Péat. Bonjour Dastin Gobela. Bonjour Léo de Paris. Alors, avant donc d'entrer dans le vif de notre émission, nous savons depuis quelques jours, le Premier ministre avait déposé la démission du gouvernement auprès du président de la République. Cela ne nous empêche pas aujourd'hui de faire un tour de table à propos de cette démission du gouvernement. Commençons par Guy Blaise de Seydou. Oui, merci Jean de Paris. Fatima Léo, ça fait, je crois, 3 jours depuis le 16 que le Premier ministre a présenté au chef de l'État la démission du gouvernement. Et le président de la République en a répondu favorable. Mais il y a une question qui court dans les rues de Brazzaville. Pourquoi le Premier ministre a présenté la démission au président de la République? Est-ce que c'est par rapport à la crise qui secoue le pays ou bien c'est par rapport à l'incompétence du gouvernement Mwamba? Mais je crois qu'il faut essayer un peu d'éclaircir les zones d'ombre. Je crois que dans la grande démocratie, c'est le système de jeu. C'est parce que depuis la fin des événements sociopolitiques que nous avons connus, on avait expérimenté le régime présidentiel. On n'avait pas un Premier ministre. Donc les gens ne savaient pas de quoi il s'agissait. Et aujourd'hui, nous sommes en fait, on est en train d'expérimenter un autre régime. Et juste après les élections générales que nous avons organisées, la nouvelle équipe gouvernementale doit normalement refléter la coloration des forces en présence. Et je prends un exemple probant, le cas de la France, nous l'avons vu, quand le président Macron a été élu à la magistrature suprême, automatiquement, il y a eu des élections générales. Après les élections générales, c'était la nouvelle équipe gouvernementale. Donc je crois que ce n'est pas par incompétence ou bien par rapport à la situation macroéconomique difficile que nous gérons aujourd'hui que le Premier ministre a présenté sa démission. Je crois que c'est un système de jeu démocratique que nous sommes en train d'expérimenter. Donc là, nous attendons la nomination d'un nouveau Premier ministre et qui mettra en place la nouvelle équipe gouvernementale. En place sa nouvelle équipe qui travaillera avec. Oui, Destin Gobela, certains observateurs pensaient que le gouvernement sortant était un gouvernement pléthorique. Bon, dire que le gouvernement est pléthorique serait ne pas connaître le nombre des portefeuilles ministériels qui existeraient dans ce gouvernement, puisqu'il est question là de faire retrouver tous les départements ministériels avec les différentes missions du service public de l'État. Et on peut aussi dire qu'on pouvait faire des accumulations, mais les accumulations souvent ne sont pas assez bonnes parce que lorsqu'on recherche l'efficacité gouvernementale, il faudra que l'équipe gouvernementale ait quand même le nombre des ministres auxquels nous constatons qui existent dans ce gouvernement-là. Parce que nous avions un problème aussi dans la mesure où, au niveau de nos entités, les administrations déconcentrées et décentralisées n'ont pas encore assez d'efficacité administrative. Donc, on peut mettre en place une équipe qui peut être très restreinte dans la mesure où, au niveau des entités déconcentrées et décentralisées, vous avez des structures
qui ont une certaine fiabilité. Vous savez, aujourd'hui, depuis l'avènement de la démocratie, notre système, notre service public est vieillissant. On disait même que c'est un vieillard malade, parce que nous avons au départ un système juridique caractérisé par un nomisme juridictionnel aujourd'hui, bien qu'il y a un dualisme juridictionnel, mais là on constate qu'il y a toujours des affaiblissements au niveau de notre système administratif, parce que même les administrations qui sont censées être les autorités administratives indépendantes ne jouent pas le rôle de l'indépendance, parce que lorsqu'on voit certaines structures administratives qui bénéficient d'une autonomie financière, lorsqu'elle bénéficie d'une autonomie financière, donc du point de vue de son organisation, elle devait être indépendante, mais l'indépendance tarde à venir. C'est qu'il y a un problème. Alors, dans d'autres cieux, comme en France, il y a souvent ce qu'on appelle les états généraux du droit administratif. Et généralement, c'est les auxiliaires de justice, les avocats, les notaires, les huissiers de justice. Eux qui sont les praticiens du droit au quotidien, parce qu'ils sont censés prendre des actes juridiques pour les notaires, les huissiers de justice et les avocats, qui sont souvent en pleine activité lorsqu'il y a des grands procès, des plaidoiries. Ils connaissent le mal de la société. Donc, ils sont censés, dans les pays comme la France, se regrouper au sein d'une assemblée pour examiner les affaiblissements du service public, et ils présentent à l'État un document après l'examen et l'étude. Et en ce moment, l'État... Ok, merci Dexter Goubel. Alors, Jonathan Peyat, quelle est votre conception sur la future équipe gouvernementale? Bon, je dois d'abord peut-être, avant de répondre à votre question, dire ce que, en fait, c'est peut-être un coup de droit que Destin est en train de faire. Bon, en fait, ce qui est important, c'est que nous avions tous constaté que le gouvernement était pléthorique. Parce que s'il faut regarder en termes des champs d'action, en termes de... Parce qu'on crée un ministère, un portefeuille ministériel aux besoins de la population, aux besoins d'un pays. Lorsqu'il faut émietter des directions, en fait, des portefeuilles pour faire le partage du gâteau à tout le monde, cela met en cause en fait, la rentabilité, parce qu'on décaisse beaucoup d'argent pour le fonctionnement de tous ces ministériels. Vous voyez que tous ces ministères, oui. Il y a eu déjà peut-être, près de 40 ministres dans le gouvernement sortant. C'est même trop, parce que le Congo... Bon, près de 40, c'est trop. Parce que déjà, si le Congo a déjà peut-être une population estimée à 4 millions d'habitants, je pense que c'est même trop, parce que la France, qui a déjà plus de 60 millions, a moins de 25 ministres. Vous voyez, donc en termes d'estimation, nous pouvons dire que c'est quand même pléthorique. Mais s'il faut revenir à votre question, vous parlez de... Sur la configuration de la nouvelle équipe gouvernementale. Oui, en fait, ce que nous souhaitons, en fait, c'est ce que le peuple également souhaite, qu'il y ait moins de ministres, et puis qu'en fait, l'équipe gouvernementale soit tenue par des techniciens, des technocrates. C'est ce que nous voulons, parce que la conjoncture actuelle demande que nous ayons un gouvernement rempli de techniciens pour pouvoir redresser l'économie qui est malade, que le président de la République lui-même a reconnu. Le gouvernement, au gouvernement sortant, on a vu la majorité, on a vu le centre, ainsi que l'opposition. Ces différentes composantes ont composé l'équipe gouvernementale. Bon, s'il faut aller sur les bases des partis, de la majorité, de l'opposition, du centre, ainsi de suite, je pense que nous n'aurons peut-être pas le résultat que nous voulons avoir de ce nouveau gouvernement. Parce qu'il est question normalement de ne pas seulement tenir compte des membres des partis, les membres de ceci, de cela. En fait, il faut utiliser les Congolais qui peuvent apporter une nouvelle touche à l'équipe gouvernementale que nous souhaitons et que nous aurons d'ici là. Parce que s'il faut répartir sur des bases où il faut tenir compte de tel parti, tenir compte de ceci, cela, je ne pense pas que nous aurons un gouvernement que le président de la République souhaite d'abord, d'ailleurs, apporter des réformes sur tous les plans. Mais nous n'aurons jamais ce gouvernement, parce que nous allons toujours tenir compte des partis politiques, de ceci, cela. Je crois que nous n'aurons rien résolu comme problème.
Le grand problème, c'est apporter dans l'équipe gouvernementale des ministres techniciens qui peuvent redresser, redresser tous les secteurs qui sont malades, apporter des réformes, des vraies réformes, parce que nous avions vu les réformes engagées par le gouvernement, qui aujourd'hui, apparemment, n'a rien redressé, n'a rien apporté. Merci Jonathan Peyat. Vous aussi, depuis chez vous, vous pouvez participer à cette émission qui passe simultanément à la radio et à la télé au 05 553 27 85 et au 06 658 86 68. Voilà notre première thématique du jour, la rentrée parlementaire de la nouvelle Assemblée nationale qui a eu d'ailleurs lieu hier au Palais des Congrès. 151 députés ont fait leur entrée donc en action au niveau de l'hémicycle, une Assemblée nationale qui connaît une nouvelle configuration avec plus de 80 nouveaux députés et 14 femmes, suivant donc la nouvelle configuration de la 14e législature. Et on se retrouve juste après. La 14e législature est renouvelée à 53,64%, soit 81 nouveaux sur les 151. Parmi les 151 députés qui siègent à cette nouvelle Assemblée nationale, 142 sont élus et réélus, 9 autres sont reconduits par la Cour constitutionnelle conformément à l'article 109 de la Constitution du 25 octobre 2015. Cette nouvelle législature n'a pas laissé de côté la question du genre. 14 femmes ont fait leur entrée, soit un pourcentage de 9,27%. Parmi ces femmes qui vont faire entendre la voix féminine dans cette Assemblée nationale, figurent en bonne place Charlotte Opimba, Blandine Nyanga, Sicho Adélaïne Rufine, Mambo Olga, Ingani Inès Nefer-Berti. Bien que la représentativité des femmes soit encore timide pour cette législature, mais elle a connu une avancée par rapport à la 13e législature où 8 femmes ont été élues et 6 femmes comptant pour la 11e législature. La Chambre basse du Parlement est composée de toutes les tendances politiques, notamment la majorité, l'opposition et le centre. Ainsi, 18 partis politiques la composent sur une centaine que compte le paysage politique congolais. Parmi ces 18, le PCT, l'UPADES, le MAR, l'UMP, le RDPS, la DRD, le Club 2002 Pur, le CDR pour ne citer que cela. Par contre, le MCDDI a été repêché de justesse dans la Chambre basse du Parlement grâce à la reconduction de 2 députés par la Cour constitutionnelle. Le muste de Claudine Mounari est le grand absent de cette législature. Quelques habitués des débats à l'Assemblée nationale sont revenus à l'instar de Pascal Tsatima Biala, Jean Jaurès Ondele, Joseph Kinyumbi Kiambungu, Honoré Nsayi, Pascal Alain Leinda, Alain Moka et bien d'autres serviront de leur expérience pour donner une bonne image à cette institution. Surtout qu'elle est rajeunie avec des novices tels que Lissouba Jérémy Sylvain, Ngambili Ibam Berson Exaucé, Obamandon Antoine Bien-Aimé, Mensa Sassou Nguesso, Ngwamba Ninan Pachel. Cependant, une nouvelle vague des acteurs politiques susceptibles d'apporter une nouvelle touche dans la qualité des débats, des analyses de textes qui seront soumis à leur approbation, a fait également son entrée, notamment Juste Désiré Mundele, Bonaventure Boudika, Ngasakis Feriol Constant Patrick, Dean Elvis Tchalissa Okombi, Michel Mboussingouari. En tout cas, les Congolais attendent de ces élus de jouer pleinement leur rôle, celui d'interpeller et de contrôler l'action du gouvernement. Il s'agit aussi de mener des enquêtes parlementaires et voter si possible les motions de censure. Voilà, la nouvelle Assemblée nationale avait depuis hier mis en place son bureau. Le bureau est présidé par Isdan Vouba, le premier vice-président Léon Alfredo Pimba, le deuxième vice-président Roland Bouti-Viodo, le premier secrétaire Pierre Obambi, le deuxième secrétaire Kinyumbi Kiambungu. Kinyumbi Kiambungu revient à son poste. Le premier ou la première questeur Virginie Euphrasie Dolaman et le deuxième questeur Léonidas Motom. Alors Guy Blaise de Seydou, vous étiez présent hier lors de la rentrée de la nouvelle Assemblée nationale pour de laquelle le bureau de l'Assemblée nationale a été mis en place. C'est un peu de nous brosser l'ambiance qui a prévalu lors de cette cérémonie. Oui, merci. Mais l'ambiance, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça a été la joie, hein, des nouveaux qui rentrent pour la première fois à l'hémicycle, les anciens qui ont rempilé
salutations, accolades et autres. Je crois que l'ambiance qui a prévalu hier, c'était une ambiance bon enfant. Donc les jeunes qui ont bénéficié de l'ouverture, comme dit le président de la République, vont tenter leur première expérience à la Chambre basse du Parlement. Je crois que c'était un peu ça, l'ambiance qui a prévalu. Et puis bon, voilà, nous savons tous que les gens tâtonnaient à dire, ou bien, en fait, les questions, les interrogations se posaient, qui devraient normalement ouvrir cette session de la rentrée parlementaire. Mais on pensait que c'était le président sortant. Et du coup, c'était, d'après les textes en vigueur, c'est la secrétaire générale de l'Assemblée nationale, et puis qui a appelé le bureau d'âge, qui était composé de 3. Il y a eu le président Mwamba, qui est le plus âgé, Gombe Oba Mondon, et suivi de l'autre, Gombili Ibam. Et puis, c'était parti, ils ont dirigé les travaux. Après les travaux, c'était sanctionné par le vote. Où nous avons eu Isidore Mvouba, président, issu du Parti congolais du travail, le second qui est Léon Alfred Opimba, également du Parti congolais du travail, le deuxième Bouti Violeux du MAR, il faut le signifier que c'est un allié du Parti congolais du travail, le premier secrétaire Pierre Obambi, du Parti congolais du travail, deuxième secrétaire, nous le savons tous, qui rempile là. Il reste le seul ancien au bureau. Et puis le premier secrétaire... Il est de l'opposition. De l'opposition, oui, c'est le poste réservé à l'opposition. Et puis le deuxième secrétaire, le premier secrétaire, c'est Madame Euphrasie Virginie Ndoloma, PCT toujours. Et puis le deuxième, c'est Leonidas Karel Motom Mamoni, PCT. Il faut dire que le PCT a raflé, fort de sa majorité, à cette 14e législature. Nous signalons aussi que la nouvelle configuration, qui devait normalement refléter la coloration des forces en présence à l'Assemblée nationale, n'a pas été du tout respectée, parce que le centre a fait son entrée. Avec 2 députés. Avec 2 députés. Les gens pensaient que, bon, au lieu seulement d'opposition et de la majorité hier, à la 13e législature, le centre devait au moins intégrer le bureau. Mais là, nous constatons que c'est l'allié du Parti congolais du travail qui est le MAR, qui rentre au gouvernement, qui rentre au bureau de l'Assemblée nationale. Donc les gens pensaient que c'était le centre qui devait arriver là, mais il faut signifier qu'à la 13e législature, il n'y avait eu que l'opposition au 2e secrétariat, qui était Kinyubi Kambungu. Or, là on ajoute le MAR avec Roland Bouti-Viodon, qui est un allié du Parti congolais du travail, au lieu que ce soit le centre qui a fait son entrée pour essayer un peu d'équilibrer la configuration. Je crois que c'est un peu ça ce qui a prévalu hier au niveau de l'Assemblée nationale. Ok, alors Jonathan Péat, au dépit du reportage que nous venons de suivre, quelle est votre lecture par rapport à la configuration de la nouvelle Assemblée nationale? Bon, la nouvelle Assemblée nationale est représentée, je pense bien, par toutes les tendances. Il y a la majorité, il y a l'opposition et il y a le centre également. En fait, il y a peut-être 18 partis politiques, si je ne me trompe pas, qui sont représentés dans cette législature, et puis y compris les indépendants. Il y a 14 femmes, comme on a dit, et puis il y a des anciens qui sont revenus, il y a des nouveaux également, et il y a des plus jeunes même qui ont intégré l'Assemblée nationale. Mais c'est des questions qu'on se pose. Est-ce que ceux qui sont partis que nous avions envoyés à l'hémicycle, ils vont faire le travail que nous les avions envoyés? Parce que c'est un devoir qu'eux ils vont faire. Mais s'ils n'arrivent pas à faire, est-ce que les prochains mandats, ils reviendront encore solliciter nos suffrages? C'est la question qu'on se pose. Contrôler l'action du gouvernement, voter les lois, voilà entre autres actions du gouvernement. Oui. Donc, voilà autre action de l'Assemblée nationale. Effectivement, mais il n'y a pas seulement voter les lois. Il y a également des enquêtes parlementaires. Des enquêtes parlementaires. Il y a également les votes de motions de censure. Parce que s'il faut seulement que les gens vont, ils vont s'asseoir, comme disent certains mandants dans les quartiers, ils vont s'asseoir, juste écouter et puis voter, c'est tout. Mais il faut effectuer des interpellations du gouvernement. Il faut interpeller le gouvernement sur des sujets d'actualité. Il faut également
enquêter. C'est ça le rôle du député. Le rôle du député n'est pas seulement aller voter les lois. Et puis, le rôle du député n'est pas non plus aussi construire des routes, comme pense le Congolais lambda. Le député n'a pas l'argent pour construire des routes, non plus des hôpitaux. Donc, le député a pour rôle, normalement, d'aller voter les lois, enquêter sur l'action du gouvernement, interpeller le gouvernement, poser des questions au gouvernement sur ceci, cela. Et puis, voter les motions de censure si possible. Donc, il n'est pas seulement question que les députés aillent s'asseoir à l'Assemblée nationale, comme ce fut le cas de la 13e législature, où nous avions enregistré des députés qui ont passé tout un mandat, on ne les a jamais écoutés, qui sont restés peut-être sympathisants dans cette chambre jusqu'à la fin. C'est parce que nous voulons maintenant que les députés actuels prennent conscience qu'ils sont allés là-bas. En fait, c'est pour un travail, pour un objectif. Et à la fin, nous aurons besoin qu'on évalue aussi le travail qu'ils ont pu mener dans ces chambres. Destin Gobela, certains observateurs pensaient que le bureau de l'Assemblée nationale devait être composé de toutes les obédiences. C'est-à-dire on devait retrouver la majorité, on devait retrouver l'opposition, on devait retrouver également le centre qui a eu quelques députés à l'issue des élections législatives. Oui, mais cela dépend aussi du règlement intérieur, du règlement intérieur de l'Assemblée. Bon, bien que nous abordons une nouvelle législature, mais que dit le règlement intérieur de l'Assemblée en ce qui concerne la mise en place du bureau de l'Assemblée nationale? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, que disent les textes législatifs? Et s'il n'y a pas une disposition qui a prévu cela, cela va certainement émaner de l'organisation, de l'architecture de la classe politique congolaise ou des députés au niveau de l'Assemblée nationale. Je pense que c'est une question qui n'a peut-être pas de dispositions constitutionnelles et peut-être qu'au niveau du Conseil constitutionnel, bon, un texte sera pris pour essayer de rappeler les députés sur la configuration du bureau de Parlement, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, à ce stade, que le bureau soit mis et que la configuration de ce bureau soit encore revue. Je ne le pense pas, je n'ai pas connaissance des textes portant organisation et fonctionnement de l'actuelle Assemblée nationale, mais lorsqu'il n'y a pas une disposition qui prévoit ces mécanismes, il est difficile. Maintenant, le Conseil constitutionnel, qui est juge du contentieux électoral, a des obligations. Le Conseil constitutionnel a ce pouvoir d'envoyer au bureau de l'Assemblée nationale ou aux chambres de l'Assemblée leur dire voilà notre manière de concevoir les choses. C'est une disposition selon les conventions internationales. Mais je voudrais profiter de cette question pour déplorer la délinquance parlementaire qu'il y a eu hier. Parce que des collaborateurs occasionnels qui sont venus sous une législature qui juridiquement n'a plus d'existence, sans garder les collaborateurs occasionnels du Parlement, qui sont venus sous une législature qui a déjà pris fin, on les a gardés par complaisance. Non, ils n'ont pas voulu que certains comme professionnels de l'information puissent accéder à la salle pour couvrir. Cela est inadmissible. Moi, je pense que la question de la fonction publique parlementaire devrait aussi faire l'objet et que le Conseil constitutionnel doit envoyer une correspondance au bureau de l'Assemblée nationale pour dire voilà, il faudra que cette question soit mise en place. Maintenant, au niveau de la théorie de l'évolution du droit administratif, ces collaborateurs occasionnels qui n'ont plus de légitimité, qui sont des chefs de famille, ne peuvent pas être mis au chômage. Le bureau aura peut-être intérêt à demander au ministre de la fonction publique que les décrets ou les arrêtés soient signés pour qu'ils deviennent des agents de la fonction publique, qu'un texte soit organisé. Parce que la loi sur de la liberté, la loi sur la liberté de la presse au Congo, que nous tous nous connaissons, dit que l'information est gratuite pour le journaliste. Vous voyez un événement de telle envergure, les professionnels arrivent pour la couverture médiatique, on dit non, on choisit tel ou tel média, vous ne rentrez pas parce que... Et ce qui est criard, il y a
des députés élus qui n'ont pas encore des collaborateurs reconnus par les chambres du Parlement ni par les autres institutions de la République, qui viennent envahir la salle, et on préfère laisser les professionnels de la communication et de l'information dehors pour certains, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de place. Et parmi eux, il y a même un professionnel de la communication qui faisait partie de l'organisation, qui dit non, 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 vous ne pouvez pas rentrer. Alors c'est inadmissible. Mais dans un reportage de ce genre, on n'y va pas forcément pour essayer de venir développer des arguments sur la mise en place du gouvernement. Il y a ce qu'on appelle le coup d'œil journalistique. Vous vous souvenez à Paris, lorsque le président, l'ancien président Wade avait, au cours d'un échange avec le président Sarkozy, fait appel à son fils qui se trouvait dans les encablures où il était debout, mais la presse sénégalaise avait haussé le temps en disant le président Wade savait qu'à un moment donné, le président Sarkozy devait traîner ses pas vers lui et qu'il appelait son fils pour parler succession. Mais les journalistes français... Gobela, voilà, je reviens de recevoir un message d'un téléspectateur qui pose la question. Bonjour MNTV, quelles sont les missions des députés? Je pense que nous venons déjà d'expliquer tout à l'heure les missions des députés, contrôler l'action du gouvernement, voter les lois, entre autres, voilà les missions d'un député. Alors, Guy Blaise de Seydou, l'Assemblée nationale, la nouvelle Assemblée nationale a fait sa rentrée hier au Palais des Congrès. On vient de le dire, il y a eu près de 80 nouveaux députés et 14 femmes qui font partie donc de cette nouvelle Assemblée nationale. Déjà, à quoi on peut estimer la mise en place des commissions permanentes et des groupes parlementaires? Bon, mais merci Jean de Paris. Avant de répondre à votre question, je crois que je dois d'abord, si je peux dire, recadrer ce que Destin dit, parce que quand il confirme que hier, au niveau de l'Assemblée nationale, on a interdit aux journalistes, à certains journalistes. Moi, j'étais là, on m'a interdit d'entrer. Attends, je suis allé... Nous sommes journalistes. Ce que nous disons va très loin. Moi, je suis... Écoute, j'ai été victime. Écoute, il y a ce qu'on appelle l'organisation de toutes choses. La rentrée parlementaire, hier, cette cérémonie a obéi à une organisation. Il y a eu le bureau sortant. Il y a, on l'a juste cité, la secrétaire générale de l'Assemblée nationale, qui ne pouvait pas travailler seule. Il devait y avoir une équipe qui devait travailler avec elle. Maintenant, journalistes que nous sommes, quand nous arrivons au lieu du reportage, la première des choses, c'est d'abord s'identifier. Tu viens couvrir cette activité d'abord en qualité de qui? Tu es de quel organe de presse? Tu es journaliste de quel organe de presse? Tu te présentes. Je crois que c'était, dans un premier temps, la règle qui était hier là-bas. La majorité, sinon la quasi-totalité des journalistes qui étaient là-bas hier, qui ont voulu avoir accès dans la salle, il était conditionné de présenter lors du reportage aux gendarmes qui étaient là, excepté Télé Congo qui faisait le direct. La majorité des journalistes que moi je connais, qui hier ont été là-bas, qui avaient l'ordre de reportage, ont pu prendre accès dans la salle où se déroulait la cérémonie de la rentrée parlementaire. Maintenant, le directeur de sécurité du président sortant, j'ignore son nom, qui pour lui, depuis longtemps, exige toujours que les journalistes qui aillent couvrir les événements au niveau de l'Assemblée nationale puissent être en veste. Et il faisait sortir certains qui étaient en chemise. Bon, en fait, c'est un peu condamnable parce que le journaliste n'est pas toujours appelé à être en veste à tout moment. Il faut être souvent en jaune premier pour faire bien son travail, couvrir. Maintenant, quand vous dites que vous étiez empêché d'entrer, mais vous étiez présenté sur quel label, de quel organe de presse? Si tu es un journaliste indépendant, oui, tu collabores avec quel... Enfin, c'est pas un débat. Je voulais juste... c'est pas un débat, oui, justement. Je dois donner une précision. Non, je ne fais pas un débat. Voilà. Je dois donner une précision parce que voilà. Les gens nous suivent. Voilà. Moi, je suis membre de l'Union de la presse française internationale. Voilà. Je suis rentré à l'Union en 2001. Vous avez un badge?
j'ai un badge, j'ai une carte. Oui. Nos cartes sont élaborées à Paris. Oui. Moi, je suis rentré en 2001. Oui. J'étais parmi le lot des étudiants qui avaient pris part aux assises. Voilà. Et j'ai couvert, je suis rentré à l'Union. C'est Serge Hirel, le secrétaire général, qui m'avait présenté à Hervé Bourges. Donc, avant qu'on ne mette la section du Congo-Brazzaville. Est-ce que vous avez présenté la carte là? Oui, j'ai présenté ma carte. Et ils ont dit quoi? Ils m'ont dit non, 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 non. Ils ont déjà ficelé le nombre de ceux qui vont rentrer. Et puis au-delà de ça, je suis Ça, c'est les gendarmes qui te l'ont dit? Non, pas les gendarmes. Lesquels? Pas les gendarmes. Lesquels? Le confrère journaliste qui travaille à la cellule de communication au niveau du palais du Parlement. Vous étiez habillé comment? J'étais habillé en veste, j'étais comme ça. Bon, mais ça, et même Alain Chungou. Alain Chungou. Alain Chungou était... Attends d'abord. Non, laissez-moi évoluer. Non, non, c'est pas un débat. Je suis la précision. Delta est arrivé hier au palais de congrès pour... Non, non, non. Attendez que je... Ne me perturbez pas. Ne me perturbez pas. De la nouvelle Assemblée nationale. Il a été empêché. Il n'a pas pu... Ne me perturbez pas. Dans la salle. Même Alain Chungou, qui représente TV5, on n'a pas voulu le faire. Non, je vous dis, c'est pas Alain Chungou, on s'est vu à l'entendre. Vous êtes exprimé, laissez-moi m'exprimer. Le cas que ce soit compris. Que ce soit compris. Les gens nous suivent. Les gens nous suivent. Attends d'abord. Il faut me laisser. Parce que Chungou n'était pas en veste. Laissez-moi m'exprimer. Il était samedi. Nos confrères qui reviennent de France, qui viennent souvent couvrir les activités ici. On voit des dames venir avec des petits cinglés où tout le nudisme, permettez-moi l'expression, est dehors. On ne les fait pas rentrer, même s'il était en chemise de pagne. Je l'ai condamné. Vous avez la parole. Moi, je fais la question posée sur la mise en place. C'est un juste pour recadrer. Oui, voilà. Il était quand même important. Voilà. Parce que c'était pas du tout clair. Ok, Guy, vous avez la parole. Voilà, donc je crois que la question... C'était sur la mise en place des commissions permanentes au niveau de l'Assemblée nationale et des groupes parlementaires. Ça ne sera pas tardé, étant donné qu'il y a eu la mise en place du bureau hier, pour que les choses démarrent à l'Assemblée nationale, à la nouvelle législature. Je crois qu'il faut mettre en place les commissions permanentes. Je crois que ça doit être dans la semaine que nous commençons demain lundi. Ça ne sera pas tardé, parce que pour le bon fonctionnement de l'Assemblée nationale, il faut obligatoirement la mise en place des commissions. Donc je crois que... Et certainement toutes ces commissions seront chapeautées, présidées par les élus du PCT. Bon, élus du PCT, c'est trop dit, parce que nous savons qu'aujourd'hui, même si le PCT a une forte majorité, nous avons aussi les partis de l'opposition. Nous avons l'UPADES qui a des députés. Nous avons les partis alliés du Parti congolais du travail. Nous avons, comment on l'appelle, l'UEP qui représente le centre. Et bon, nous avons les indépendants qui peuvent se constituer, se rallier, par exemple, à l'UPADES, ceux de l'opposition, qui vont se définir s'ils sont indépendants pour s'allier à l'UPADES. Donc je crois que le PCT n'obtiendra pas forcément la tête de toutes les commissions, même si ils sont majoritaires. Au moins, il faut essayer un peu de voir aussi les forces en présence, où il y a l'opposition, où il y a les indépendants qui pourront se rallier, si possible, à l'opposition ou à la majorité. Moi, je voulais dire une chose. Moi, je pense que la mise en place de ces commissions ne doit pas forcément dépendre de la coloration ou des enjeux selon les obédiences politiques. Il faut tenir compte de la conjoncture économique et puis de la crise, ainsi d'autres aspects. Et quels sont les résultats que nous attendons en ce qui concerne la gouvernance publique de notre pays. Moi, je pense que c'est à ce niveau qu'il faut essayer de voir les choses. Vous voyez aujourd'hui, il y a des crises à travers le monde. Bon, il y a des commissions où il faut mettre des gens qui ont des habiletés et qui peuvent mener des grandes réflexions de telle sorte que nous puissions nous arrimer en international, parce que souvent, nous avons tendance à ne pas prendre les choses à l'avance, et parfois nous sommes surpris parce que au plan international, il y a beaucoup d'enjeux qui se pointent à l'horizon, et il est important que on tienne compte de la capacité, de l'expérience, et puis ensuite du poids social
Il y a des gens qui ont travaillé parfois dans les organisations internationales, qui sont revenus au pays, et il faut leur laisser la possibilité d'animer certaines commissions, parce que aujourd'hui, la société internationale est en pleine mutation. Il y a des structures au niveau de la société internationale où cela ne dépend pas de la place que l'État vous donne. Cela dépend de la capacité ou des relations personnelles qu'un parlementaire a eu à tisser pendant qu'il était en activité dans une structure donnée. Moi, je pense qu'il faut cela parce que nous sommes obligés à creuser des profondes analyses au sein de ces commissions pour que nous anticipons sur l'avenir. Sinon, nous ferons ce qu'il faut faire. Quand je dis nous, le Congo, nous ferons ce qu'il faut faire, mais on n'avancera pas. Parlons du partage du gâteau. Il y a eu des élections. À l'issue de ces élections, l'Assemblée nationale, la nouvelle Assemblée nationale a fait sa rentrée parlementaire depuis hier. On a vu l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. On a constaté plus sur les 7 membres qui composent ce bureau. Le PCT a 6 membres et le MAR n'a qu'un seul membre. Où est-ce que les autres seront casés? Parce que là, on peut peut-être espérer au niveau des bureaux, des groupes, des commissions permanentes. Bon, ça, si au niveau du règlement intérieur du Parlement, ou bien il n'y a pas une loi législative ou réglementaire qui leur interdise de le faire, ça c'est leur organisation interne. Je suppose qu'ils se sont certainement dit, bon, nous allons nous tailler la part du lion au niveau du bureau de l'Assemblée nationale et les commissions. Nous allons les confier à nos alliés qui sont peut-être plus technocrates, bien que étant des politiques, et pour l'efficacité de notre Parlement. Mais il faut savoir aussi une chose, et il est important, il serait judicieux de revoir un peu les mécanismes en ce qui concerne les questions de la responsabilité politique au sein de cette nouvelle Assemblée, parce que, par exemple, dans le domaine des finances publiques, il faut essayer d'analyser comment le budget, au lieu qu'il soit adopté masse par masse, qu'il soit adopté rubrique par rubrique, pour essayer d'empêcher à ce que la délinquance financière demain puisse gagner le Congo comme nous l'avions vécu. Parce que lorsque les mécanismes de contrôle budgétaire ne sont pas assez fiables, les gens en profitent pour le détournement des deniers publics. Cela se passe depuis l'élaboration du budget. Et puis au niveau du Conseil constitutionnel aussi, je crois, il faudra que le Conseil constitutionnel, ça c'est pas forcément le Conseil constitutionnel qui doit demander aux députés de le faire. Sous la présidence du président Jacques Chirac, 40 parlementaires de l'opposition avaient saisi le Conseil constitutionnel français sur la question de la sincérité du principe budgétaire. C'est là où le budget en France à cette époque était voté rubrique par rubrique au lieu que ça soit masse par masse. Et ça permettra que les gens ne falsifient pas les documents pour augmenter les budgets dans les ministères. Et souvent, l'augmentation de ces budgets n'est pas utilisée à bon escient et c'est des cadres. Jonathan Payat, parlons de la question du genre. Si nous voyons le bureau de l'Assemblée nationale qui a été mis en place hier, sans réfléchir, on comprend vite que cette question n'a pas été respectée. Une seule femme parmi les 7 membres du bureau. Bon, vous savez, il y a des dispositions normalement qui traitent la question du genre. Bon, sur 7 membres du bureau, il y a une femme qui est élue. Bon, je pense que c'est quand même une avancée puisque la plupart de législatures, il n'y avait qu'une femme. Donc, c'est une politique que nous pérennisons. Alors, moi, je voulais en fait revenir un peu sur la décision de la Cour constitutionnelle qui a prolongé les mandats des députés du pool, là où il n'y a pas eu élection. En fait, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais lorsque nous voyons Isidore Mvouba qui a été élu sur la base de la Constitution de 2002, qui est liée à Kindamba,
Kindamba, oui. Voilà, donc, il est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. Parce que après peut-être quelques mois, une année, 2 ans, il y aura des élections partielles dans ces circonscriptions. Mais au cas où Président Mvuba n'est pas réélu dans sa circonscription, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va encore revenir pour élire un nouveau président? Est-ce qu'il faut encore refaire encore le bureau de l'Assemblée nationale? Puisque nous savons tous qu'il est repêché parce qu'il n'y a pas eu élection là-bas. Mais est-ce qu'on ne pouvait pas, normalement, présenter ou encore proposer un candidat qui est élu et sa circonscription, il n'y a pas aussi des litiges, encore des contentieux électoraux. Parce que lorsque Isidore Mvuba, il occupe la tête de l'Assemblée nationale, mais demain il n'est pas élu, mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va encore retoucher cette Assemblée? C'est la question que moi je me pose. Oui. Donc, oui, la question est posée. Je vois les doigts levés, je vois les doigts levés. Peut-être un complément. Oui, vous aurez la parole d'Esther. Je crois que l'arrêt de la Cour constitutionnelle était clair. En attendant l'organisation des élections partielles, les députés sortant des 8 circonscriptions de Poul, là où il n'y a pas eu élection, peuvent siéger jusqu'à la tenue de ces élections partielles. On ne sait pas à quand va se tenir ces élections partielles. Est-ce que ça sera dans 2 mois? Est-ce que ça sera dans 1 année? Est-ce que ça sera dans 3 ans? Je crois que la décision d'organiser les élections partielles dans le Poul, ça dépendrait peut-être de la question sécuritaire dans le Poul. Est-ce que cette situation du Poul, comme nous l'avons entendu le président de la République qui a demandé à Frédéric Ntsamou de se rendre à la justice congolaise pour essayer un peu de mettre à l'abri de tout ce que nous connaissons comme difficulté les populations du Poul. Si le monsieur accepte de venir, comme le président l'a dit, je crois que le plus vite possible, il y aura élection partielle dans ces circonscriptions. Maintenant, au cas où l'actuel président de l'Assemblée nationale répare et battu, bon, je crois que laissant le droit aux juristes, la politique aux politiciens, on n'a pas vraiment la certitude sur les articles ici, si ça a été prévu au niveau peut-être de l'Assemblée nationale, du règlement intérieur, qu'est-ce qui va se passer? Je crois que sur ça, il n'y a pas assez de commentaires. Attendant, quand on va convoquer l'élection, le corps électoral pour les élections partielles dans le Poul, en ce moment-là, cette question sera vue de fond en comble pour savoir réellement si à Kindamba, les élections partielles vont se tenir et que le nouveau président répartira pour qu'il soit candidat. En fait, il sera candidat parce qu'il est déjà, comment on appelle, député. Forcément, il sera candidat sortant. Mais là où je sais un peu de dire un mot, c'est sur l'inquiétude de Jonathan. Laissons le temps au temps. Donc, arrivons d'abord à la convocation du corps électoral des élections partielles. En ce moment-là, si dans cette convocation-là, il y a le district de Kindamba, il se peut que la réalité sécuritaire dans le département du Poul pourrait donner favorable que 2 à 3 circonscriptions, par exemple Kimbam, Banzandunga, Mindulu ou quoi, bon, le président déciderait de convoquer le corps électoral que peut-être dans 3 districts, excepté Kindamba où la situation sécuritaire ne garantisse pas. En ce moment-là, je crois qu'on aura la vraie vérité. Mais bon, pour le moment, je ne crois pas qu'on peut définir ça maintenant là. Est-ce que le président de l'Assemblée, une fois battu, il y aura une nouvelle organisation? Est-ce que... Parce que ça dépend aussi de la convocation du corps électoral par le président de la République de toutes ces circonscriptions. Est-ce que ça sera possible, avec l'évolution de la situation d'insécurité de nos poules, est-ce que toutes les 8 circonscriptions, il y aura l'organisation des élections partielles? Ou bien il y aura certains d'autres que nous savons nous tous que, par exemple, à Kimba, il y a eu des candidats qui ont battu campagne, mais il n'y a pas eu élection. À Mazandonga, le cas, est-ce que ça ne sera pas dans ces 2 ou 3 circonscriptions? Les autres, par exemple, Kikala District,
rasé par la situation de sécurité. Mayama. Est-ce que là, vraiment, on s'attend à une élection Kindamba Vinza? J'y crois pas. Je sais pas. En fait, moi, j'aurais me revient. Sinon, je vais perdre le fil des idées. Le tour me revient. Alors, si on s'en tient... le sujet. Hein, Si on s'en tient aux théories de Hans Kelsen, l'Autrichien, les conventions et les traités ont une primauté énorme plus que les lois nationales. Le bureau a été élu. Logiquement, l'union interparlementaire doit recueillir la liste des nouveaux élus. Juridiquement, si l'élection est reprise et qu'il échoue, dans la mesure où l'élection est reprise, il lui sera difficile au plan international de bénéficier de la légitimité. Parce que le Congo est tenu, après la mise en place de ce bureau, d'envoyer au sein des organisations, des institutions internationales, la liste du bureau de l'Assemblée nationale. C'est en fonction de la liste qu'on reçoit dès que Isidore Mbouba est élu président que le Congo sera placé dans les différentes institutions en ce qui concerne les grandes conférences. Mais si l'élection est reprise dans la mesure où il est battu, il ne pourra plus participer à des grandes réunions. Je termine. Ça sera le second, le vice-président qui va le faire. En ce moment, le Congo risquera même d'avoir des ennuis ou pour échapper à cette solution, il faut faire monter les différents membres du bureau. C'est-à-dire le vice-président devient le président, le deuxième vice-président devient le vice-président. Sinon, le Congo aura des difficultés pour aller dans des grandes assemblées. C'est ce que les gens n'ont pas aperçu. C'est pour cela que pour l'avenir du pays, lorsqu'on veut mettre en place des institutions dans une telle structure, il faut essayer de faire le poids, voire au niveau des organisations internationales. Quelle est la norme? Maintenant, il peut y arriver qu'il y ait des conventions additionnelles. Je vais arrêter parce que vous me demandez à ce que je lui passe la parole. Moi, j'aurais voulu que le PCT puisse proposer quelqu'un qui est élu et qui n'a pas de contentieux. Parce que même Léon Alfred Opima, il a des problèmes. Parce que son nom a été cité parmi... Oui, mais c'est ça le problème. En fait, normalement, il faut proposer des gens qui n'ont pas des problèmes. Parce que lorsque vous proposez Isidore Mbouba, il est élu à l'Assemblée nationale comme président de l'Assemblée. Mais il a des problèmes parce qu'il n'est pas élu. Parce qu'il ira encore aux élections dans sa circonscription. Mais au cas où il n'est pas élu. Mais Léon Alfred Opima aussi, il fait mieux. Bon, en fait... Il a un problème au niveau du contentieux électoral. Mais c'est ça le problème. Est-ce que si, par exemple, ce contentieux est validé, à ce moment-là, il va encore repartir à l'élection? Mais pourquoi on propose des gens qui ont des problèmes? Pourtant, on peut proposer des députés qui ont été élus sur la base normale. En fait, ils ont été élus sans problème, sans requête de pourtant, il y a beaucoup de candidats. En fait, il y a beaucoup d'élus du PCT qui n'ont pas de problème. Mais pourquoi on propose des gens, en fait, des députés qui ont des problèmes? C'est tout un problème. Je voudrais quand même... merci, nous allons passer à notre deuxième thématique. Il s'agit... du message du président de la République prononcé le 14 août dernier au peuple congolais relatif à la fête du 15 août. Dans cette adresse, Denis Sassou Nguesso a épinglé plusieurs aspects de la vie quotidienne du Congolais, la politique, l'économie, le social. Pour ne citer que cela, sur le plan politique, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, s'est apaisanti sur la situation du pool, avant de saluer la mise en place progressive des instances de la nouvelle République. Suivant cela dans ce reportage d'Hervé Kirono et on se retrouve juste après. Amorcé en 1991 avec les assises de la conférence nationale souveraine, la jeune démocratie congolaise poursuit son entreprise avec une assurance et confiance. En témoigne l'organisation régulière des récentes élections, a signifié Denis Sassou Nguesso. Les toutes dernières législatives et locales
ont été jugées crédibles par l'ensemble des observateurs et par presque tous les candidats. L'installation de la République nouvelle court vers son terme. Après l'élection du président de la République, les députés, les conseillers départementaux et municipaux ont été élus. Les nouveaux sénateurs le seront bientôt. Dans les prochains jours, seront mis en place l'Assemblée nationale, les conseils départementaux et communaux, ainsi que le Sénat. Abordant la situation sécuritaire du département du Poul, le président de la République s'est dit optimiste pour le rétablissement de la paix dans cette partie du pays. Ce avant d'appeler le rebelle Frédéric Bintamou à se rendre à la justice de son pays. La paix. Cette paix dont chacun de nous connaît si bien l'intérêt et l'important. La paix dont chaque département de notre pays jouit, sauf le département du Poul, dont une partie en est privée depuis plus d'1 an. Mais une chose est certaine, la nuit ne dure jamais éternellement. Le soleil finit toujours par se lever. Encore une fois, je demande à M. Frédéric Bintamou de se rendre à la justice de notre pays pour abréger les souffrances des populations innocentes. Denis Sassou Nguesso, l'irresponsabilité d'un individu, à savoir Frédéric Bintamou alias Ntoumi, ne prendra jamais le dessus sur la raison de la nation et la sagesse du peuple. Dans ce discours du président de la République, j'ai retenu 2 aspects. L'aspect de la mise en place des institutions de la République et l'autre aspect, il a demandé au pasteur Ntoumi de se rendre à la justice. Alors, Destin Gobela, quelle est votre réaction, hein? Quel est votre point de vue par rapport à cette adresse du président de la République, sur cet aspect-là, ce que vous venez de suivre tout à l'heure? Moi, je fais une lecture sociologique. La mise en place des institutions de la République, c'est pour la rationalisation de la vie publique, parce que nous sommes à une période très cruciale où il faut que les institutions de la République soient mises en place pour un bon fonctionnement de l'État et puis de l'administration publique. Cela n'est que logique parce que les institutions de la République, c'est elles qui donnent de l'efficacité à l'État. Bon, ce qui concerne la question sur Frédéric Bintamou, le président de la République demande à Frédéric Bintamou de se rendre à la justice pour abréger la souffrance des populations du Poul. Bon, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Vous le savez comme moi, en tant que professionnel de l'information, que depuis un certain temps, M. Frédéric Bintamou s'est retranché dans le Poul et que nous avons suivi à RFI lorsque la déclaration de notre ministre de la Communication, Thierry Lézin-Mongala, sur RFI, que vous avez aussi écouté comme moi, on lui reprochait certaines choses. Il déclarait que ce n'était pas lui, que c'était les jeunes qui ont contesté l'élection présidentielle de juillet 2016, qui ont réagi en mars pour exprimer leur mécontentement. Vous voyez, bon, au regard de cela, le président de la République estime qu'il doit se rendre en justice. Bon, la question qui est plus cruciale, il est difficile qu'un homme, il faut avoir le courage peut-être des hommes de l'époque des Hitler, de se rendre à la justice. Il est difficile dans ce contexte-là que la personne à qui on demande puisse se rendre. Je pense que je n'ai pas d'autres commentaires supplémentaires à faire. Ok, Jonathan Péat, le président de la République a également parlé d'un nouveau gouvernement attendu pour mener à bien les réformes.
Oui, en fait, avant de répondre à cette question, je dois d'abord peut-être parler de ce que vous avez demandé à Destin sur en fait que le pasteur Ntoumi se rend à la justice puisqu'il est poursuivi par la justice congolaise. Mais en fait, le président de la République appelle Ntoumi de venir se livrer à la justice. Mais en fait, il y a l'armée qui est derrière Ntoumi dans le pool. Est-ce que l'armée n'arrive toujours pas à mettre la main sur Ntoumi? Mais est-ce qu'il n'y a pas une autre possibilité pour sortir de cette crise en dehors de la justice que Ntoumi doit venir se rendre et puis sera jugé? Mais est-ce qu'en dehors de ça, est-ce qu'on ne peut pas, politiquement parlant, trouver une solution pour que Ntoumi de lui-même accepte de sortir de là où il est pour venir négocier sur cette situation, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il abrège aussi les souffrances des populations qui sont dans le pool? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité? Parce que le dialogue serait idéal pour que nous sortons de cette crise. Parce que même lorsque nous parlons des élections dans ce département, c'est parce qu'il y a crise. En fait, la crise généralise un peu ce département qui va également même à l'économie. Parce qu'aujourd'hui, si le train n'arrive plus ici à Brazzaville, c'est à cause de cela. Donc, il y a autant de problèmes comme ça qui sont envieuses parce qu'il y a l'insécurité dans le pool. Mais l'insécurité dans le pool, je crois que ça fait déjà plus d'une année. Donc, il est question normalement, s'il y a une autre possibilité, parce que je ne pense pas que Ntoumi, il doit se ressaisir pour venir se livrer à la justice, je ne pense pas. Mais ce qui est vrai, si les autorités peuvent regarder de fond en comble, soit par négociation, soit par un dialogue. Mais déjà, des mandats d'arrêt ont été lancés contre Pasteur Ntoumi et ses collaborateurs par la justice congolaise. Effectivement, mais ce qui est là, c'est en fait c'est politique, cette affaire. Parce que s'ils peuvent trouver une solution politique, je ne pense pas que ces mandats d'arrêt resteront comme tels, seront abrogés. Donc, concernant les réformes avec le nouvelle équipe gouvernementale qui sera mise en place, je pense bien qu'on en a parlé, parce qu'il est question normalement que le président de la République mette en place une nouvelle équipe gouvernementale composée des techniciens et non des politiciens. Parce que les politiciens ne sont pas des techniciens. Parce que lorsque on est entouré des politiciens, parfois vous voyez les résultats que nous avons. Aujourd'hui, Clément Mwamba a démissionné. Mais qui sait en fait, est-ce que Clément Mwamba lui-même, il s'est prononcé sur le bilan de son action gouvernementale? Parce que c'est ça, le Congolais n'a pas la culture des bilans. Il est question normalement que le Premier ministre Clément Mwamba nous fasse un bilan de ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas pu faire, ce qu'il voulait faire. C'est ça le problème. Le bilan de son gouvernement. Le bilan, oui. Le bilan mis par coup de son bilan, de son gouvernement. Aujourd'hui, il ne se prononce plus sur ça. Il a démissionné. S'il vous plaît, je voudrais... Il a démissionné, justement. On ne refuse pas, le président a accepté sa démission, mais il est question qu'il fasse un bilan. Ok, le Premier ministre devrait faire un bilan, d'après Jonathan Péat. Alors, Guy Blaise Seydou, le président a parlé dans son discours. Le volet politique a été également épinglé. Qu'est-ce que vous avez pu retenir dans ce discours, précisément le volet politique? Oui, merci Jean de parler. Mais avant de voter le pas, je crois d'abord compléter peut-être ce que M. Jonathan a dit, parce que c'est tellement capital. Quand il parle du bilan du Premier ministre, je crois que le Premier ministre sortant, qui est M. Clément Mwamba, on a eu à tenir une conférence, il a organisé une conférence de presse de ces une année. Je crois que c'était au ministère des Affaires étrangères. Courant cette communication, il a répondu à appel et mail des questions des journalistes concernant les une année du gouvernement Mwamba. Et c'est pendant cette conférence de presse, le Premier ministre lui a posé la question concernant la situation de Ntoumi dans le pool. Le Premier ministre disait, si j'ai une bonne mémoire, qu'il n'a pas sur la table du gouvernement les revendications du pasteur Ntoumi.
alors en ce moment-là, engager un dialogue avec un rebelle, au moment où on ne sait pas ce qu'il veut, ça sera difficile. Et le gouvernement, à partir dans ce sens-là, c'est un peu difficile. Donc, je crois que la situation dans le département du Pôle, ça chagrine tout le monde. Nous tous, on est Congolais, c'est difficile. Pour répondre à votre question, je crois que sur le volet politique, le président de la République qui demande à M. Frédéric Moutamou de se rendre à la justice congolaise, et bien évidemment parce qu'il a un mandat d'arrêt d'abord. Il a un mandat d'arrêt avec ses collaborateurs. Bon, mais voir un rebelle se présenter à la justice, ça a été toujours problématique. C'est des cas rares dans les pays que nous connaissons tous, là où il y a des rebelles. Pour que quelqu'un se livre à la justice, c'est vraiment difficile. Mais nous sommes tous informés que depuis un moment, par le passé Ntoumi est traqué par la force de l'ordre dans le département du Pôle. Donc, si réellement la pression est mise dans ce sens-là, je crois qu'il ne sera plus question de passer par la voie de dialogue. Et, étant donné que lui, il a un mandat d'arrêt, il faut maintenant l'arrêter. Parce que là, les jours passent. Le président de la République a prononcé le discours le 14. Là, le peuple est en train d'attendre. La communauté est en train de voir. Est-ce que ce monsieur va se rendre? S'il ne se rend pas, nous avons la force publique dans la forêt là-bas. En ce moment-là, il faut traquer ce monsieur à qui le mandat d'arrêt a été... donc, il est traqué depuis une année. Voilà, je viens de recevoir un message. Bonjour MNTV. Comment une seule personne peut défier toute une nation, surtout l'armée d'une nation? Il est temps que les hommes politiques puissent faire preuve de responsabilité d'Esther. Oui, mais c'est une question, à mon sens, qui a été examinée par les institutions de la République. Vous me prenez au coup, mais je vous reprends par la conclusion d'abord. Il faut d'abord recadrer les choses parce qu'un certain nombre de choses ont été dites. D'abord, la démission du Premier ministre est une disposition constitutionnelle. Parce que, bon, les citoyens lambda, bon nombre, se posent la question, le Premier ministre a démissionné, le Premier ministre a démissionné. C'est une disposition constitutionnelle. C'est prévu par la Constitution. Nous sommes en régime parlementaire. Dans un régime parlementaire, lorsque, au sortir des élections législatives, au regard de la configuration de la majorité parlementaire, le Premier ministre est tenu de déposer sa démission auprès du Président de la République, qui doit l'accepter. Et en ce moment, le Premier ministre, le Président de la République peut juger utile de le renommer ou pas. Maintenant, en ce qui concerne les... Nous sommes en régime parlementaire, pardon. Non, nous sommes en régime parlementaire. Présidentiel. Non, logiquement, dans l'osmose. Parce que le président... Quand il y a un Premier ministre, c'est que le Président de la République partage son pouvoir avec le Premier ministre. Donc, on parle de l'osmose. On parle de l'osmose parce qu'il y a partage du pouvoir entre le président de la République et le Premier ministre. On parle d'un régime parlementaire. Le Premier ministre est élu, est issu du déjà quand il y a un Premier ministre, c'est un régime parlementaire. Le régime semi-présidentiel. Lorsqu'on parle du régime semi-présidentiel lorsqu'on s'en tient, quand on ne va pas faire un débat sur ça. Et maintenant, en ce qui concerne la question, le confrère Guy Blaise a évoqué la question de l'attraction du pasteur Ntoumi par le Premier ministre. Mais dès lors que le président de la République a évoqué cela, c'est lui le premier citoyen de la nation. Je pense que le Premier ministre n'a plus de raison d'être, de revenir sur cette question. Maintenant, abordant la question où vous aviez évoqué tout à l'heure sur... il faut préciser, le Premier ministre avait organisé une conférence de presse à l'occasion d'une année du gouvernement Mwamba. C'est en ce moment-là qu'il avait abordé cette question, c'est pas aujourd'hui. Je suis dans ta logique. Voilà. Et ensuite, quand je chute en disant, en ce qui concerne le bilan tout à l'heure, qu'on a dit que le Premier doit présenter son bilan. En réalité, si l'on voit bien, le Premier ministre est arrivé, a pris les commandes dans les caisses de l'État. Il n'y avait pas assez de deniers publics pour réaliser les projets de ce gouvernement. Donc, ce qu'il faut peut-être essayer de demander au Premier ministre, est-ce que
le respect des textes législatifs constitutionnels se fait. Apparemment, on constate quand même qu'il y a quand même une petite discipline qui se fait au sein des institutions par rapport à avant. Donc, on ne peut pas aujourd'hui demander au Premier ministre de faire le bilan, parce que lorsqu'on fait le bilan, cela suppose pour un Premier ministre que vous avez reçu des deniers publics de la part du Trésor public, il y a eu des réalisations qui ont été faites. Dès lors que vous êtes arrivé, en ce moment, vous présentez un bilan pour dire, voilà, dans tel département ministériel, il y a tel département a reçu tant, voilà ce qui a été fait. Je pense qu'on fait le bilan en ce moment. Maintenant, je voudrais faire que la communication de Guy Blaise mienne, celle à laquelle tout à l'heure il développait, que le Premier ministre aurait fait une conférence de presse pour essayer de faire les 1 an de son arrivée. À mon entendement, je pense que aujourd'hui, le Premier ministre n'a pas encore intérêt à faire le bilan parce que nous savons que la situation était chaotique. Maintenant, pour conclure à mon humble avis, je pense que c'est l'homme de la situation parce que la crise est tellement cruelle qu'il nous faut un économiste à la tête de ce gouvernement. Il est bien placé et puis je ne suis pas venu ici pour faire son atalakou. Étant que citoyen de ce pays, étant que je suis dans la recherche, mais je vous apprends aujourd'hui que la quasi-totalité des projets qui sont réalisés par ce gouvernement, notamment le barrage de l'IUSO, les stades, ce sont des projets qui ont été élaborés par M. Mwamba Clément, à l'époque ministre du plan de Pascal Lissouba. L'État étant la continuité, le gouvernement Denis Sassou Nguesso reprenant les commandes en 90. Je dis le président Denis Sassou. L'État étant la continuité, le président Denis Sassou Nguesso, reprenant les commandes du pays en 1997, était obligé d'exécuter les projets laissés par son prédécesseur Pascal Lissouba. Donc, à mon humble avis, je suppose qu'il va falloir que peut-être qu'il soit reconduit encore pour une année, c'est de voir si la situation économique peut changer. En ce moment, peut-être qu'on pourra l'enlever. Parce qu'il y a aussi un aspect qu'il faut essayer d'évoquer, la question de l'arrivée du Fonds monétaire international, qui, à mon humble avis, je suppose qu'il faut essayer de recadrer. Vous allez voir cette question parce que tout à l'heure, nous allons parler de l'aspect économique du discours du chef de l'État qui reconnaît que le Congo est en difficulté sur le plan économique et il promet déjà relever le défi économique. Ce défi, pense-t-il, passe inexorablement par le respect des valeurs fondamentales. Donc, si Richie Founandé est prêt, on va suivre l'aspect économique du discours du chef de l'État. C'est sous un ton de franchise, de vérité et de sincérité que le président de la République a déclaré: La situation du pays est préoccupante, je l'ai reconnu. Mais croyez-moi, nous ne sommes pas dans un désastre irréparable. Il n'y a ni faillite, ni banqueroute. La crise sera surmontée. Cette phrase, la crise sera surmontée, donne un nouvel espoir au peuple congolais qui semble orienter leur entendement sur cette crise qui détériore progressivement l'économie congolaise depuis 2014. Elle atteint ainsi tous les secteurs de l'économie nationale, précise le président, car, dit-il, lorsque l'économie est malade, le social court le grave risque d'être à son tour contaminé. Pour faire face à cette crise, le président a rappelé aux syndicalistes que des grèves intempestives ne rétabliront pas les équilibres macroéconomiques nationaux. Non plus, ces grèves contribueront à la remontée des prix du baril du pétrole. Mais pour ce faire, le président a indiqué: il nous faut simplement nous organiser, mieux nous organiser, à tous les niveaux de la société, du sommet à la base de l'État. Il nous faut nous attaquer aux dysfonctionnements, aux faiblesses, à toutes les causes qui ont conduit à la rupture des équilibres fondamentaux de notre société. Il nous faut renouer avec les valeurs fondamentales, sans lesquelles toutes nos prétentions et résolutions de bonheur, de bien-être et de prospérité ne seront que des vœux pieux.
Ainsi, le président de la République a affirmé que les Fonds monétaires internationaux et d'autres partenaires s'engagent à accompagner le Congo pour sortir de cette crise. Le président de la République, dans ce discours, a reconnu les difficultés que connaît le pays sur le plan économique. Alors, oui, Jonathan Peyat, qu'est-ce qu'il faut faire pour relever ce défi? Ah oui, en fait, le président lui-même, il a dit qu'il va relever ce défi avec toutes ses énergies, il les mettra en jeu. Mais le grand problème, en fait, moi, je m'interroge sur, le tas dans lequel notre économie est arrivée. Parce que lorsque Andeli était ministre des Finances, le Congo a été jugé par le FMI bon élève. Mais je crois, dès que Andeli est parti, c'est Ondongo qui est venu. Il a fait peut-être beaucoup d'années. Mais aujourd'hui, nous constatons que le Congo devient encore un pays très endetté, même les dettes, bon, en fait, c'est entre parenthèses, beaucoup de choses qui se disent qui va au-delà du PIB. Mais c'est des choses que nous ne voyons que maintenant. Mais lorsque le ministre Ondongo, il était ministre des Finances, il nous disait à chaque année, j'espère, devant le Parlement, qu'il y a eu des excédents budgétaires, et puis il y a eu des fonds de génération future qui ont été, je crois, gardés à la BS. En fait, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a plus rien. Mais les gens doivent s'interroger. Est-ce que c'est pas la mauvaise gestion? Est-ce que c'est parce que les prix des barils du pétrole ont chuté sur le marché international? C'est ça, vraiment ça la raison, puisqu'il y a eu embellie, et je crois, beaucoup d'années. Mais qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent? Autant d'argent que le pays a endetté, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Parce que les priorités que nous voyons, les priorités du gouvernement, c'est construire des édifices, construire ceci, mais les vrais problèmes des populations ne sont pas pris à bras le corps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais s'il faut procéder par des réformes, les réformes, ce sont des textes. Est-ce que autant de textes que les gouvernements, même l'Assemblée prend, est-ce qu'ils sont respectés à la lettre? C'est ça le problème. Les réformes en question dont on parle. Je ne pense pas qu'il y aura des effets au niveau de l'environnement politique, économique, social de notre pays. C'est ça le problème. En fait, le grand problème, c'est à ce niveau-là. Parce qu'on va mettre en place un gouvernement constitué des politiciens qui vont faire des réformes. Mais après, qu'est-ce que nous aurons comme résultat? C'est ça le problème. Parce que là, la situation est grave. Parce que le président de la République, lui-même, il a reconnu que l'économie est malade. Lorsque l'économie est malade, c'est le social également qui est touché. Mais le social, c'est le Congolais. Est-ce que le Congolais, aujourd'hui, si vous interrogez les Congolais, est-ce qu'ils vivent comme à l'époque? Aujourd'hui, comment vivent les Congolais? C'est ça le problème. Donc, le grand problème, c'est des réformes, comme le président lui-même a dit. Mais que ces réformes soient respectées. Et des vraies réformes. Ce n'est pas des réformes qui seront maquillées et à la fin, nous n'aurons rien. Et le peuple subira toujours comme d'habitude. Le président de la République, depuis une année, parle de la diversification de l'économie. Est-ce qu'il est temps pour le Congolais de mettre en application cette diversification de l'économie? Bon, en fait, la diversification, je pense bien, c'est depuis beaucoup d'années qu'on parle de diversification. Mais qu'est-ce qu'on a diversifié ici? Parce que c'est un langage que les autorités, quand ils passent à la télé, parlons de son nouveau mandat élu. Non, en fait, la diversification, c'est pas maintenant. C'est pas maintenant que... On sait que depuis des années, on parle de la diversification. Mais qu'est-ce qu'on a diversifié? Puisque lorsque nous vous disons qu'il faut que le Premier ministre fasse un bilan de ce qu'il a fait, ce qu'il aurait pu faire, ce qu'il n'a pas fait, mais personne ne répond. Mais à ce moment-là, nous allons savoir comment. Rien n'est diversifié aujourd'hui. L'agriculture congolaise, je pense bien que c'est moins de 5% de la population qui la pratique. Mais l'industrie au Congo, il y a quelle industrie ici? On va diversifier quelle économie avec quoi? C'est ça le problème.
il faut d'abord aller dans le secteur primaire. Le secteur primaire, c'est l'agriculture, la pêche, le levage. C'est ça le grand problème, parce que lorsque le Congo se permet d'importer déjà des denrées alimentaires à un coût qui vaut au-delà des centaines de milliards par année, je pense bien qu'on ne fait rien. Qu'est-ce que nous faisons? Puisque pour manger, il faut acheter ailleurs. Mais qu'est-ce que nous produisons? Nous produisons quoi? C'est ça le problème. Normalement, le Congolais doit produire. Il va consommer ce que lui produit. Parce que si aujourd'hui, par exemple, même nos téléspectateurs, s'ils peuvent constater, aller même dans un kiosque ou encore dans une boutique de la place, demander les produits congolais fabriqués ici au Congo, je ne pense pas que ces produits congolais vont dépasser les produits qui sont importés. C'est ça le problème. Même l'allumette est importée. Nous parlons de la diversification de l'économie congolaise. Quels sont les domaines prioritaires? Bon, ben, je crois que si on essaie un peu de remonter, de répartir en arrière, nous savons que ça fait plusieurs années dont on parle de la diversification de l'économie congolaise, mais il faut se poser la question de savoir pourquoi cette idée de diversifier l'économie. C'est en ce moment-là qu'il faut comprendre que les indicateurs macroéconomiques dessinaient déjà que dans les années à venir, le Congo pourrait avoir des situations économiques difficiles. Ce n'est pas quelque chose de hasard. Ce sont des vérités mathématiques qui prouvent que dans 5 ans, 7 ans, vous aurez des problèmes sur le plan économique. Donc diversifier l'économie, nous l'avons dit, en fait c'est clair. C'était l'agriculture, le domaine agro-pastoral, c'était d'abord ça. Diversifier l'économie, le président de la République a tenu des discours, il a donné des orientations sur la question. Maintenant, il était question qu'il soit accompagné. Il faut accompagner le président de la République. Maintenant, je reviens sur la question qui nous traverse aujourd'hui, notamment celle de les indicateurs macroéconomiques qui posent problème. Mais je crois que le président de la République l'a reconnu. Parce qu'avant, il y avait des doutes. Le peuple doutait. On parle, il y aura la crise, hein, les gens, non, ça c'est des histoires. Non, mais le président l'a reconnu dans son message sur l'état de la nation. Que l'heure est grave, il faut que nous travaillions ensemble. Mais le président, quelque part, a dit, cette crise plutôt n'est pas insurmontable. On n'est pas en situation de faillite ni de banqueroute. Donc on peut travailler. Mais non, on peut travailler, oui. Nous avons tendu la main à la FMI. Nous savons que les institutions de Bretton Woods vont arriver, il a annoncé, dans quelques semaines. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils viendront avec des réformes pour qu'aujourd'hui, nous, Congolais, on puisse marcher selon leurs orientations parce que nous avons un véritable problème des finances. Ils auront à mettre sur la table avec les experts congolais. Voilà, nous voulons que ça, par exemple, le gouvernement, au lieu de 38 ministres, il faut réduire à 25 ministres. Il faut réduire le train de vie des Congolais. Voilà. Maintenant, quand nous parlons du train de vie des Congolais, nous voyons beaucoup plus le train de vie des hauts fonctionnaires. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons un fonctionnaire congolais qui gagne peut-être 115 000, 120 000, bon, vous allez réduire pour le ramener à 75 000, je crois que ça sera bien, c'est le train de vie des hauts fonctionnaires. Donc, en ce moment-là, je crois qu'il faut accompagner le chef de l'État, tout le monde, secteur privé, public, il faut accompagner le président. Quand les institutions de Bretton Woods vont arriver, je crois que c'est là la grande question. Ils vont donner des orientations et il faut appliquer ces réformes. Si le FMI accepte de vous donner l'argent aujourd'hui pour essayer un peu de contourner cette crise-là, mais non, il faut que cet argent-là soit utilisé à bon escient. C'est ça le problème. Vous pouvez recevoir de l'argent, mais vous n'utilisez pas ça par rapport aux orientations des FMI. Je crois que là aussi c'est un problème. C'est là où nous revenons, comme a dit M. Jonathan, il faut que cette nouvelle équipe gouvernementale soit constituée des technocrates. Absolument des technocrates, pour que les choses ne puissent pas se dérailler, pour que nous ayons vraiment carré par rapport à ce qu'a dit le président de la République, surmonter ce que nous vivons aujourd'hui comme crise. Alors, Destin Gobela, comment faire pour sortir de cette crise? D'abord, je voudrais, avec votre autorisation,
essayer d'exploiter, de faire une lecture sociologiquement économique de certains mots que le président de la République a prononcés. Guy Blaise l'a évoqué tout à l'heure. Je voudrais en faire une piste de ma lecture avant de répondre à votre question avec votre autorisation. J'espère que vous me l'avez déjà accordé. Parce que le président de la République a parlé, il a dit qu'il n'y a ni faillite ni banqueroute. Et il y a une possibilité de surmonter cette crise. Il nous faut organiser du sommet à la base. Et ensuite, j'estime que la question du Fonds monétaire international doit être d'abord, il faut que nous la faisons asseoir pour essayer de faire une lecture de l'encadrement économique. Parce que vous savez que les finances publiques modernes interdisent les emprunts. Parce que les emprunts, ce sont des procédés immoraux qui pèseront sur des générations futures. Alors si nous estimons que nous devons nous engager avec le Fonds monétaire international pour un emprunt dans 20 ans, 25 ans, les générations futures seront sacrifiées et la tension sociale pourra gagner le pays. Je suppose qu'il faut essayer de recadrer les choses à travers le principe de la spécialité des crédits qui voudrait que les transferts de certains domaines, de certains fonds, soient effectués dans d'autres domaines. Je prends le cas par exemple de la fête de l'indépendance. Nous pouvions dire, nous sommes en crise jusqu'en 2021, il n'y aura plus la célébration de la fête nationale de l'indépendance parce que ça coûte trop à l'État. Au lieu d'organiser un défilé civil et militaire, on organise un symposium sur le redressement économique du pays. La crème des cadres du pays, composée des technocrates, se retrouve au Centre international de Kintélé pour réfléchir comment adapter notre économie à la réalité. À partir de ce moment, les fonds alloués pour l'organisation du défilé civil et militaire, on peut redynamiser l'usine de Kinsundi, on peut relancer la rizerie des veaux, on peut installer une usine de la mise du piment dans les bouteilles à Kinkala, on peut réinstaller l'usine de poissons fumés de Mosaka, on peut installer une usine de la mise de l'igname de Gamboma dans les boîtes. Nous avons un grand marché à Kinshasa qui est à côté. Vous allez voir que cela va permettre à notre économie de trouver un essor considérable. Maintenant, si nous nous engageons avec le FMI, le Congo, je parle en termes d'État, pas en termes de moi, puisque je ne suis pas politique, je suis journaliste. Si nous, le Congo s'engage avec le Fonds monétaire international, c'est qu'il y aura la mise en concession de certaines entreprises. Or que la vie d'entreprise interdit aujourd'hui que les entreprises qui sont dans un marché de monopole, je vous prends le cas de la SN et la SN2, si vous privatisez la distribution, non, vous mettez en concession, c'est le terme approprié, la distribution de l'eau et de l'électricité, sachez-vous que les familles modestes qui payaient 12 000 francs, la quittance d'électricité d'eau, pourront payer 60 000 francs pour l'électricité de l'eau. En ce moment, la crise, il y aura une crise sociale qui sera très aiguë et nous avons un personnel au niveau de la fonction publique très vieillissant. Selon certaines sources, le ministère du Tourisme a 3/4 de sa population, de son personnel vieillissant qui vont à la retraite. Vous voyez, nous aurons un problème de relève parce que un cadre, pour être un cadre aguerri, vous devez rentrer jeune, gagner l'expérience, avoir l'amour de l'État, savoir que vous êtes au service des autres. Mais si il y a un déclin entre ceux qui sortent de l'école et ceux qu'on intègre, croyez-moi, dans 25 ans, ce pays sera comme la Côte d'Ivoire. Et ceux qui ont géré, on risquera, certains je ne le souhaite pas, ce n'est pas moi qui le fera, certains qui ont géré, leurs progénitures seront indexées. Ce qu'il faut faire, à mon entendement, il faut faire revenir Roger Rigobert Andéli au gouvernement en qualité, il ne me connaît pas, je le dis parce qu'il a montré ses preuves, c'est un financier de haut niveau, il peut assister le Premier ministre Mwamba Clément en qualité de ministre chargé du redressement économique, essayer de voir les entreprises congolaises qui sont dans le marché de monopole, comment ces entreprises peuvent-ils être rentables? Parce qu'il est inadmissible, même aux États-Unis, en matière d'économie du développement, même aux États-Unis,
Les entreprises qui sont dans un marché de monopole, ces entreprises ne subissent pas la privatisation ou la mise en concession. Nous ne sommes pas dans un marché de concurrence monopolistique où il y a la concurrence entre bon nombre d'entreprises auxquelles le gouvernement peut se dire non, nous allons mettre en concession certaines entreprises. Donc, à mon entendement, le temps nous fait défaut. Oui, nous allons donc passer au volet social du discours du chef de l'État et on se retrouve juste après. Démagogie. Le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, qui reconnaît les moments difficiles que traverse le peuple congolais, a remis les pendules à l'heure tout en signifiant que la crise économique qui sévit dans le monde et plus particulièrement au Congo a un impact important sur la vie quotidienne des travailleurs. En témoignent les revendications sociales qui paralysent certains secteurs d'activité. Allusion faite aux grèves des étudiants et enseignants vacataires de l'université Marine-Ngouabi, celle des agents de la société de transport STPU et celle du CHU de Brazzaville récemment. D'autres répercussions sont perceptibles dans le paiement des salaires et pensions des retraités qui accumulent plusieurs mois d'arriérés. Conscient de tous ces aspects, le président de la République attire l'attention des partenaires sociaux en ces termes. Ce ne sera jamais par des grèves intempestives que les équilibres macroéconomiques nationaux seront rétablis. Ce ne sont pas des mouvements sociaux des Congolais qui contribueront à la remontée du cours du baril de pétrole. J'ai beaucoup de respect pour les travailleurs, pour condamner les grèves lorsqu'elles sont justes et justifiées. Non. Je condamne plutôt les mouvements sociaux illégaux, sauvages et manipulés, qui, en plus, pourraient mettre en danger la vie, la sérénité et la liberté des autres. Enfin, constant dans ses propos et optimiste, Denis Sassou Nguesso pense que cette crise économique peut être surmontée, tout en proposant quelques pistes de solutions qui assureront la pérennisation des acquis et permettront au gouvernement d'accélérer les réformes. Les valeurs sont le travail, l'innovation, l'acceptation des réformes, la compétitivité et la rationalité. Il est illusoire de croire que l'on peut obtenir le bonheur sans travailler, de croire que l'on peut aller au développement sans innover, de croire que l'on peut changer le pays et la vie sans réformer, de croire que l'on peut gagner la prospérité sans être compétitif ni rationnel durablement. Il est donc impérieux que toutes les énergies des forces vives de la nation se mobilisent pour la relance de l'économie nationale, a signifié Denis Sassou Nguesso. Il est 10h15 quand le président de la République arrive sur le boulevard Alfred Raoul. Après plus d'une dizaine de coups de canot et l'intonation de l'hymne national La Congolaise, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso a salué les troupes militaires, question de débuter le défilé. Je vous salue, ainsi que vos troupes, drapeaux, étendards et fanions. Et vous autorise à commencer le défilé. Au total, 2700 militaires, gendarmes et policiers ont battu le macadam du boulevard Alfred Raoul devant le président de la République, ce sous le contrôle du général Jean-Baptiste Nyokolo, commandant des troupes militaires zone 9. L'un des temps forts de ce parade militaire a été le passage lent du groupement Paracommando, un passage adopté depuis 1978 en raison des sacs des parachutistes pesant jusqu'à 11 kg. Le président de la République, ses convives ainsi que la foule euphorique venue célébrer le
15 août ont eu droit également au défilé motorisé avec des engins blindés légers. Le défilé militaire, précisons-le, a été placé sous le thème « Le sens du devoir et du service ». Fini le défilé militaire, place au défilé civil rythmé par la fanfare kimbanguiste. Des ministères, associations, confessions religieuses ainsi que des partis politiques ont tour à tour donné le ton du défilé civil qui a largement ébahi les foules. Le défilé militaire et civil qui est revenu cette année à Brazzaville après la boucle du programme de la municipalisation accélérée et la fête tournante dans les 12 départements du pays a duré plus de 4 heures du temps. Au terme du défilé, le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso, a salué le bon déroulement du dit défilé. Fini le défilé militaire et civil du 57e anniversaire de l'indépendance du Congo. Rendez-vous en 2018 pour les 58 ans du Congo. Parlons d'abord du discours du chef de l'État. Il a insisté sur les grèves d'Estin Gobela. Oui, le président de la République, lors de son message à la nation, a épinglé un aspect relatif aux grèves. Et il a souligné que, au lieu que les grèves puissent paralyser l'action de l'État, il serait judicieux que les choses se passent d'une manière assez pacifique. Il a évoqué aussi qu'il n'est pas contre la grève, mais les manipulations des syndicats par les politiques ne sont pas des méthodes admissibles pour un État qui veut être au rayonnement international. Il a appelé les Congolais à innover puisqu'il estime que la question économique est tellement cruciale qu'il ne s'est pas seulement apaisanti sur les politiques puisqu'il a parlé de l'innovation. Donc on peut faire appel, on peut analyser cela en tenant compte des aspects scientifiques. Certainement que le Conseil supérieur de la recherche scientifique pourra voir le jour pour essayer de regrouper ceux qui font l'innovation, la recherche à tous les niveaux de la pyramide sociale pour permettre au Congo de trouver des solutions idoines à ces problèmes. Donc c'est une interpellation qui a été faite par le président de la République à des diverses entités syndicales pour essayer de voir comment les choses peuvent être traitées parce que les grèves, selon les propos du président de la République, ne sont pas toujours une arme pour la solution, bien que l'Organisation internationale du travail leur confère cela. Oui, Jonathan Père, vous voulez intervenir? Oui, en fait, le président a bien dit qu'il ne veut pas peut-être des grèves illicites, sauvages, comme il a qualifié. Il a beaucoup de respect pour les fonctionnaires. Mais ce qui est vrai, moi je constate qu'il n'y a pas jusque-là une grève illégale, parce qu'il y a toujours des avis, il n'y a pas des grèves sauvages. Parce que lorsque le président dit que ces grèves-là ne vont